Hey, salut terriens, c'est Captain Max. Les super-héros en costume, c'est cool, mais en armure, c'est encore plus cool. Bon, ok, pas toujours, mais est-ce que ça vous dit quand même de découvrir les armures les plus puissantes des comics? Oui, j'en suis sûr, et ça tombe bien, car c'est justement le sujet du jour. Par contre, je ne vais citer qu'une seule armure par personnage, et de manière plutôt concise, afin de varier les plaisirs, même s'il y a beaucoup à dire et que certains en ont à l'appel. On va donc s'intéresser aux meilleures armures de Batman, Catwoman, Wonder Woman, Iron Man, Spider-Man, mais aussi à celles de deux personnages de comics hors DC et Marvel, avec X-O Manowar et Super Dinosaur. Et en bonus dans cette vidéo, je vous permets aussi de remporter un comics. Alors restez jusqu'au bout pour savoir lequel et comment participer. Bang! Lors de ma vidéo sur les Batman les plus puissants, je vous avais parlé rapidement de l'armure Hellbat, conçue par la Justice League et offrant à Batman une force et une résistance incroyables, capable de rivaliser quelque temps avec Darkseid, mais avec pour effet secondaire de puiser l'énergie vitale de son occupant, au point de pouvoir le tuer. Mais ce n'est de toute évidence plus la plus puissante, puisqu'en 2019, dans le numéro 24 de la Justice League, Bruce Wayne fait une apparition remarquable dans la Final Bat Suite. Au cours de cette histoire, alors que nos héros se font manipuler par Mixes Pit-like en voulant sauver le multivers, Superman se retrouve piégé dans l'obscurité, tandis que la Justice League se retrouve face à des versions alternatives et futuristes d'eux-mêmes. On découvre que tout ceci est un plan du Forgeur du Monde, alias Alpheus, le fils de l'entité suprême, Perpetua, et par conséquent, le frère de Monitor et d'Anti-Monitor. Vous comprenez donc que celui-ci est par nature très puissant et qu'il dispose de pouvoirs divins. Mais lorsque nos super-héros vont découvrir que son but est de détruire le multivers et tous ses habitants afin de créer un seul et même monde utopique, la Justice League va s'opposer à lui. Mais alors que ces derniers se retrouvent à affronter leur double, Batman, quant à lui, est invité par le Forgeur dans son centre de commandement. Celui-ci lui demande de terminer sa création ultime, une chaise fabriquée à partir de l'élément X, capable de voir dans le cœur des gens afin de déterminer s'ils sont bons ou mauvais. Mais Bruce va se jouer de lui, faire semblant d'adhérer à son plan et élaborer l'armure la plus puissante jamais portée par notre héros. Cette dernière lui permettant de voir dans le cœur des autres et de les réécrire cellule par cellule afin d'en faire exactement ce qu'il souhaite. Et en plus de ça, elle est composée de boîtes mères, des ordinateurs intelligents et autonomes. Cette armure offre donc des capacités incroyables telles que s'adapter instinctivement à l'adversaire pour le vaincre, absorber et projeter des attaques physiques et énergétiques, communiquer par télépathie, etc. Et sans oublier l'accroissement de la vitesse, de la force et de la résistance du porteur, de quoi coller avec sa très grande taille. Cependant, notre chauve-souris n'aura pas l'envie ni le temps d'utiliser toutes ses capacités et va simplement s'en servir pour protéger ses amis et faire appel à Superman afin de stopper l'affrontement de manière bien plus diplomatique. Catwoman n'est pas vraiment le premier personnage auquel on pense lorsque l'on parle d'armure, et pourtant, elle en a porté au moins deux au cours de sa carrière, au sein de la série Catwoman de 1993 à 2001. La première est apparue dans l'issue 1 Million, qui se déroule dans un futur alternatif, et qui nous présente une Catwoman suréquipée, avec casque, manchette, griffes, corset et dreadlocks en métal, ce qui lui donne un air de Predator. Et l'inspiration est totalement assumée, puisqu'à la fin de l'issue, après avoir sauvé Gotham, Batman et compagnie, celle-ci affronte et tue un alien, rappelant étrangement un xénomorphe et possédant du sang vert. Pourtant, ce n'est pas celle-ci qui nous intéresse aujourd'hui, mais celle apparue dans le numéro 50 de la série de 1997. Mais parlons d'abord de l'issue numéro 42, qui nous présente Christina Child, une scientifique travaillant sur une cyber-combinaison inspirée du chat. Et alors que Selena Kyle s'introduit dans cette usine pour dérober des plans confidentiels, elle va se retrouver à affronter cette terrible adversaire, disposant de nombreuses capacités, de gadgets et d'accessoires létaux. On retrouve les habituelles forces et résistances surhumaines, mais également des griffes et une queue aiguisée et rétractable, en plus d'un laser sortant de son casque et des roquettes de ses poignets. Après une longue course-poursuite des issues 42 à 44, notre voleuse va se lier à sa némésis Chicat pour tenter de vaincre Cybercat. Oui, ça fait beaucoup de femmes-chats, surtout dans une seule ville. Après un combat pas du tout équitable pour nos deux chattes, ces dernières réussissent cependant à s'enfuir après avoir coupé les câbles de l'armure de leur adversaire et l'avoir jeté à l'eau. Cependant, c'est dans le comics numéro 50 que notre scientifique de métal va finir par retrouver Mademoiselle Kyle et la mocher gravement avant qu'elle ne s'enfuit une nouvelle fois. Bien décidée à l'affronter à armes égales, Catwoman va demander à son collègue Clutterbuck de lui créer une armure adéquate. La voleuse se retrouve donc avec une armure de métal capable de résister à des missiles, des coups, des lames et compagnie, sans limiter son agilité. Elle dispose aussi de bonbonnes de gaz fumigènes et lacrymogènes pour aveugler ses adversaires, ainsi qu'une vision nocturne pour se déplacer dans la nuit. Pour se mouvoir et se défendre, elle dispose d'un grappin fouet de métal, d'un lanceur shuriken explosif au poignet droit et d'un lance-missile au bras gauche.
gauche, mais son arme la plus impressionnante reste son laser, digne d'un Final Flash de Vegeta. Bref, avec tout ça, elle va finir par prendre le dessus sur son adversaire, au point de lui exploser son armure. Elle la laisse alors au sol, en sous-vêtements. Et oui, impossible d'oublier que c'est un comics des années 90. Vous l'avez probablement découvert dans le film Wonder Woman 1984, mais l'armure d'or a fait sa première apparition en 1997 dans la légendaire mini-série Kingdom Come par Mark Waid et Alex Ross. C'est dans le numéro 3 que Wonder Woman décide de faire face à la menace des super vilains. Pour ça, elle s'équipe d'une armure d'or réservée aux grands moments de l'histoire. Dans sa panoplie s'ajoute aussi un casque en forme de pigargue, l'aigle qui symbolise les États-Unis, ainsi que de grandes ailes, ce qui lui donne un look proche de Hawk Girl. Dans ce récit, en plus de sa nouvelle tenue dorée, Diana s'équipe d'une épée d'or offert par Héphaïstos, le dieu de la forge, une arme magique capable même de trancher Superman. Et même si Kingdom Come est un Elseworld, donc une histoire non officielle, c'est 2 ans plus tard, en 1999, dans le numéro 144 de sa série éponyme, qu'il est décidé de faire entrer le costume d'or dans la continuité de chez DC, une bonne fois pour toutes. Dans cette histoire, Wonder Woman doit faire face à la dévastation, un enfant des dieux possédant les mêmes pouvoirs qu'elle, avec une part d'obscurité en plus. Après une défaite face à sa némésis, Diana se retrouve gravement blessée, avec en cadeau une balle logée dans son ventre. Sauvée par les centaures, elle décide de retourner au combat, mais en s'équipant cette fois-ci de la Golden Eagle Armor. Contrairement à l'arme choisie dans Kingdom Come, elle ne s'équipe pas avec une épée cette fois-ci, mais d'une hache pour prendre le dessus en termes de force pure. Cependant, l'arme forgée par Héphaïstos reste attachée à sa ceinture, au cas où. Durant le combat, on découvre que le casque dispose d'un dôme lui offrant une protection de l'air contre le gaz, les fumées, le poison et compagnie. Par la suite, l'armure ne reviendra qu'à de très rares occasions, comme lors de la lutte contre Imperiex, mais elle servira plus souvent pour la décoration que pour servir lors des batailles. Côté pouvoir, je vais pas vous la faire à l'envers, cette armure n'apporte concrètement pas grand chose, si ce n'est qu'une protection supplémentaire. Cependant, lorsque Diana enfile sa tenue d'or, elle gagne énormément en confiance en elle, nous offrant une Wonder Woman bien plus puissante que lorsqu'elle porte sa simple bannière étoilée. Pour celle-ci, je préfère vous prévenir avant de me faire assaillir dans les commentaires, mais Iron Man a eu beaucoup d'armures différentes. Il est parfois difficile de les comparer, et celle que je vais vous présenter aujourd'hui est hypothétiquement la plus puissante, mais vous allez très vite comprendre. C'est en 2019, dans le numéro 6 de la série Tony Stark Iron Man, que démarre le récit Stark Realities. Pour faire simple, dans cette histoire, Tony a créé un programme appelé l'Escape, un système VR immersif, et après quelques mois d'essai, il décide de l'ouvrir à tous. Cependant, Tony va être piégé dans sa propre création, par la carte mère, le cerveau du logiciel. Et parallèlement à ça, le méchant nommé le contrôleur réussit à se servir de l'Escape pour puiser l'énergie des utilisateurs, afin d'accumuler une puissance telle qu'il se transforme quasiment en un dieu. Cependant, après s'être fait balader par l'intelligence artificielle, Tony, libéré de toute contrainte physique, va pouvoir accéder au plein potentiel de son cerveau, et ainsi élaborer l'armure ultime, celle qui est capable de détruire les dieux, la Godbuster. Il va ainsi réduire l'IA en un seul tir de canon laser, et ainsi réussir à ressortir de la réalité virtuelle pour rejoindre ses amis dans la bataille contre le terrible monstre qui ravage la ville. Mais alors que son entourage de super-héros essaie tant bien que mal de survivre aux attaques du contrôleur et de le ralentir, Tony fonce à son laboratoire et parvient à reproduire l'armure qu'il avait inventée dans le monde en VR. La Godbuster prend ainsi vie dans le vrai monde. Une fois l'armure sur le dos, il s'empresse d'affronter le criminel et réduit la menace en moins de temps qu'il m'a fallu pour vous le dire. Cependant, voyant que sa nouvelle armure ultime avait des capacités incommensurables, le milliardaire décide de la détruire, elle, ainsi que tout ce qui a permis sa création. D'ailleurs, Ironheart indique qu'elle n'avait jamais capté une énergie aussi élevée, malgré tout ce qu'elle avait vécu en tant que super-héroïne. Aussi, Arno Stark a lui aussi décrit cette tenue comme le chef-d'œuvre ultime de son frère. Vous comprenez donc pourquoi, malgré le très peu d'informations que l'on a sur cette machine, qu'elle est très probablement dans le haut du panier en ce qui concerne les armures les plus puissantes du milliardaire de chez Marvel. C'est en 2012, dans Amazing Spider-Man 682, qu'un nouvel arc est lancé, du nom de The Hands of the Earth. Dans celui-ci, le Docteur Octopus, dans sa forme la plus affreuse, aidé par les Sinister Six, a pour but d'accélérer le réchauffement climatique, puis d'inverser ensuite le processus afin de devenir le sauveur du monde. Cependant, alors que son plan se déroule comme prévu, avec toute la population de son côté, Spider-Man comprend rapidement que celui-ci est en vérité le planificateur de cette catastrophe. Travaillant depuis des mois chez Horizon Labs,
Labs a confectionné de nombreuses nouvelles technologies, telles que le Spider Glider ou les Spider Bombs, inspirés par le bouffon vert, Peter élabore aussi une armure remplie de gadgets destinée à vaincre chacun des membres de l'organisation des Six. Il s'équipe alors de la Spider Armor MK3 et rassemble les Avengers pour mettre la situation au clair. Et si vous vous demandez pourquoi les armures de chez Marvel se nomment souvent MK, c'est l'abréviation de Mark, rappelant la première combinaison de métal d'Iron Man, la Mark I, faisant quant à elle directement référence au premier char opérationnel inventé en 1916, lors de la Première Guerre mondiale. C'est donc suivi de toute son équipe de super-héros que Spidey décide de stopper l'escouade de vilains. Cependant, une fois sur place, ils se rendent tous compte que leur adversaire était bien plus préparé qu'eux. Les Sinister Six utilisent des armes spécifiquement conçues pour vaincre chacun des membres, et réussissent ainsi à tous les mettre KO sans trop de difficultés, laissant alors le pauvre Peter seul à genoux sur le champ de bataille. Il comprend alors plus tard que toutes les armes utilisées provenaient des technologies volées dans son entreprise et retournées contre lui et les Avengers. Réussissant à retourner Mysterio contre le Docteur Octopus et aidé par Silverblade et Black Widow, il affronte tous ses anciens camarades, alors encore sous le contrôle du Doc. Une fois les puces de contrôle anéanties, il s'opposera seul à Otto, pendant que le reste des héros tentent par tous les moyens de sauver la Terre d'un réchauffement climatique brûlant la moitié de la planète. Malgré l'étreinte des puissants tentacules mécaniques de son rival, Spider-Man réussit à s'en dégager grâce à la puissance de la Mark III et empêche ainsi la fin du monde. Mais ce n'est cependant pas une victoire totale pour notre homme, car pour sauver la planète Terre, il dut laisser la pauvre Silverblade mourir, noyée par le terrible Rhino. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas revenir sur tout ce que je vous avais déjà dit sur X-O-Manowar lors de ma première consacrée à ce dernier, mais comme je vous l'avais promis à l'époque, je vais revenir sur la merveilleuse série X-O-Manowar de 2017, afin de vous en dire un peu plus au sujet des capacités de l'armure techno-organique du nom de Shannara. Après avoir lutté contre les Romains à son époque, puis contre les Vignes et autres envahisseurs de la Terre dans notre ère, Arik de Daci décide de fuir la guerre, le gouvernement américain, la planète bleue et même son armure, afin de vivre paisiblement en tant que fermier dans une planète très éloignée. Cependant, il va se retrouver malgré lui en plein cœur d'une guerre qui n'est pas la sienne, et va devoir une nouvelle fois faire appel à Shannara, son armure divine. Si cette armure fait partie des plus puissantes que l'on retrouve dans les comics, ce n'est pas pour rien, et le fait qu'elle soit symbiotique est l'une des raisons principales. Ça permet notamment à son porteur de prendre une petite partie de celle-ci, réduite sous forme d'un simple anneau, afin d'obtenir une grande majorité de ses pouvoirs. Ainsi, Arik n'est pas obligé de la porter intégralement pour en profiter. C'est pourquoi Arik n'a rien à craindre de la plupart des armes à feu, et même des bombes, puisqu'en contact avec ces dernières, comme avec une bombe artisanale par exemple, il lui suffira simplement de l'attraper dans la paume de sa main pour que Shannara passe d'un simple anneau à un gantelet de fer afin d'absorber entièrement l'explosion. Et je tiens aussi à préciser que notre héros est manchot d'un bras à la base, et que l'armure lui offre la capacité de retrouver sa main perdue en la remplaçant par un bras métallique, réagissant exactement comme sa propre main. Mais si notre homme veut vraiment profiter de la protection maximale de l'armure, il doit la porter dans son entièreté, celle-ci s'adaptant exactement au corps de son porteur, bien qu'elle soit mortelle pour tous ceux qui voudraient s'en habiller sans son consentement. Une fois en totale symbiose avec son compagnon de métal, Arik est capable d'encaisser à peu près tout, de survivre aussi bien dans l'eau que l'espace, et même d'être soigné lors de très graves blessures. De plus, c'est grâce à l'incroyable résistance de l'armure, de sa capacité de vol et de sa grande vitesse qu'il n'hésite pas à traverser ses adversaires, en se servant de son corps comme d'un boulet de canon. Et si Shannara le protège physiquement, elle lui garantit aussi une bonne santé mentale, malgré les tourments de sa vie. En plus de lui fournir une protection quasi parfaite, elle lui offre aussi une incroyable capacité offensive, grâce notamment à une force herculéenne, mais aussi via sa faculté à générer une arme solide en foudre électrique. Il n'hésite pas à s'équiper aussi d'un fouet, d'une lance, d'un fléau ou même d'une épée géante, afin de réduire ses adversaires à néant. Mais le plus important, c'est que derrière ce personnage très cool et très puissant, se cache un récit grandiose en seulement 3 tomes, que je vous conseille fortement. Une véritable odyssée à mi-chemin entre Star Wars et John Carter, avec un personnage tourmenté, profond, vivant dans un univers incroyablement riche. Et comme promis au début de la vidéo, je vous permets aussi de remporter le tome 1 de la toute nouvelle série X-O-Manowar, sortie en 2020 aux USA. Et même si ce n'est pas aussi bon que la série de 2017 que je viens de vous présenter, car c'est difficile de faire mieux, vraiment, cette nouvelle série est quand même bien sympathique et vous donnera peut-être envie de poursuivre la lecture autour de ce personnage emblématique de chez Valiant. Pour savoir comment participer et tenter de remporter le comics, rejoignez-moi sur Twitter directement via le lien que je vous laisse en commentaire et dans la description.
Le Tyrannosaurus Rex est considéré comme l'animal le plus puissant que la Terre ait connu. Alors imaginez maintenant si l'un d'eux était pourvu de l'intelligence d'un humain, et surtout s'il serait équipé d'une super armure de combat. Eh bien c'est exactement ce que l'on va voir aujourd'hui avec Super Dinosaur. Mais avant toute chose, revenons un peu sur l'univers de cette série et sur les origines du T-Rex. Dans le monde de Super Dinosaur, deux professeurs ont fait l'incroyable découverte de la Terre creuse. Un monde en plein cœur de la planète bleue. À l'intérieur, ils y découvrent des dinosaures, mais pas que, car ils vont aussi déceler ce que l'un nomme le dinor et que l'autre qualifie de maxinite, un minerai disposant d'une très grande source d'énergie, mais aussi dangereusement instable. Mais alors que le premier, le professeur Dynamo, avait l'intention de laisser les dinosaures en paix et de se servir du dinor que dans le seul but d'améliorer le monde, le professeur Max Maximus avait des idées bien plus égoïstes et dangereuses. Il commence alors par voler un œuf de T-Rex, puis décide de faire des expériences sur ce dernier pour rendre le spécimen plus petit et beaucoup plus intelligent. En grandissant, le fils de Dexter Dynamo se lie d'amitié avec celui qu'il nomme Super Dinosaur, pendant que Maximus continue ses expérimentations. Il crée alors une sorte de prototype de harnais afin d'offrir à SD de grands bras mécaniques, afin qu'il puisse compenser ses petits membres de T-Rex. Mais très vite, il accélère son plan, ajoute des armes à l'armure et se met en tête de prendre le contrôle du monde en s'imaginant une armée de dinosaures militarisés. Cependant, le prof Dynamo, son fils et son prototype s'opposent à lui. Se forme alors une grande guerre entre le bien et le mal. Et là, normalement, vous allez me dire que ce n'est pas une armure, mais un simple harnais, et vous n'avez pas tort. Cependant, notre carnivore dispose d'une garde-robe très vaste, avec tout un tas d'équipements. Un voyage dans l'Arctique glacial de prévu, la combinaison blanche lui offre une cagoule pour éviter de geler, et une paire de skis accompagnée par un moteur turbo-dorsal afin de se déplacer à toute vitesse sur la neige. Besoin de prendre un peu de hauteur? Pas de souci. L'armure bleue lui fournit des ailes, des turbines et des stabilisateurs à la queue. Et ce n'est que quelques exemples parmi d'autres, comme la combinaison aquatique, la tenue de combat pour la jungle, etc. Cependant, le T-Rex possède aussi des armures, comme celle disposant d'une pince par exemple. Mais celles qui nous intéressent aujourd'hui, ce sont les armures les plus puissantes. Alors je vais vous présenter celle que j'ai nommée la Power Ranger Killer Kaiju Monster Armor. Oui, ça fait long, mais vous allez comprendre pourquoi. Lors d'une aventure, nos deux compères se retrouvent à combattre le projet X du prof Maximus, un Megaraptor au processus de création qui fut à l'exact opposé de celui de Super Dinosaur. Au lieu de faire du monstre un être plus petit et plus malin, il en fait une bête stupide, à la grandeur absurde. Afin de faire face au kaiju, les héros montent alors chacun dans une puissante armure méca. Mais alors que leur puissance de frappe n'est toujours pas suffisante, ils décident d'activer leur botte secrète qui se résume à la fusion totale des deux machines, afin de fournir un colosse de métal rivalisant amplement avec le Raptor. Résistant aux griffes saillantes du monstre de chair, assez rapide et précise pour sauver les recs d'une chute mortelle et dotée d'une force capable d'expulser et de coucher le géant, cette armure est très certainement l'une des plus impressionnantes que j'ai pu découvrir dans un comics hors des Big Two. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous vont avoir envie de découvrir cette série suite à cette petite découverte, écrite d'ailleurs par Robert Kirkman, l'auteur notamment de The Walking Dead et d'Invincible. Mais malheureusement, la série fut annulée en France par Delcourt après 2 tomes, alors qu'il y avait moyen d'en sortir encore 2 ou 3 de plus. Dommage, ça ne s'est probablement pas vendu assez à l'époque de sa sortie, en 2013. Et puis, on attend encore la version française de l'adaptation en série animée sortie sur Prime Video aux USA, il y a quelques années déjà. J'ai peu d'espoir, mais qui sait? Eh bien voilà, j'espère que cette grosse vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez comment me le faire savoir et comment soutenir la chaîne. Je compte sur vous. N'hésitez pas non plus à me dire quelle est pour vous la meilleure armure des comics. N'oubliez pas non plus de me rejoindre sur Twitter pour tenter de reporter le comics X-O Manowar tome 1. Sur ce, je vous dis merci encore et à très bientôt, terrien.